Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer un autre cours sur la mécanique des fluides pour le niveau deuxième année bac, sciences et technologies mécaniques. Donc unité conception, la fonction c'est alimentée en énergie hydraulique. On va travailler avec le produit support qui est le chariot élévateur 3 roues. Bon, à la fin de cette séance, vous serez en mesure d'identifier les composants d'une installation hydraulique et de justifier le choix d'une pompe hydraulique. Le sommaire ou bien le plan de secours, présentation du système, fonctionnement, structure fonctionnelle, les généralités sur les fluides et un petit rappel hydrostatique, puis la cinématique des fluides. L'évolution du transport de marchandises fait croître chaque année le besoin en chariot de manutention. Une société spécialisée en matériel d'entreprise destinée principalement au chargement et déchargement de palettes souhaite faire évoluer le produit pour développer un chariot élévateur 3 roues, comme vous voyez sur la figure. Ayant sensiblement la même conception que le chariot actuel qui ne peut soulever, déplacer et déposer qu'une seule charge maximale de 1250 kg d'une position initiale à une position finale. Le fonctionnement de chariot élévateur. Avant toute étude, bien sûr, d'amélioration des performances, il est utile de comprendre d'abord le fonctionnement du nouveau chariot élévateur 3 roues et celui de ses différents organes, en particulier le mécanisme de soulèvement de la charge. On représente ici le cycle de référence pour le chargement ou le déchargement des charges qui est composé dans 3 étapes. La première étape, c'est de soulever la charge. La deuxième, de la déplacer. Et la troisième étape, la dernière, c'est déposer la charge, puis le conducteur revient à la position initiale et le cycle recommence. Description du chariot élévateur 3 roues. Le chariot élévateur 3 roues est actionné par 3 moteurs. Un moteur de direction de puissance de 850 watts, un moteur de traction entraîne la roue arrière motrice pour déplacer le chariot d'élévateur 3 roues grâce au mécanisme de traction, et enfin un moteur de levée. Alors, comme vous voyez sur l'image, vous avez la fourche. Vous pouvez voir ici la fourche qui permet d'enlever les palettes. Là, les rails de guidage pour permettre de déplacer la palette verticalement. Et bien sûr, là, vous pouvez remarquer aussi le poste de conducteur qui est assis là pour exécuter ces tâches. Ce qui va nous intéresser plus dans cette étude, c'est la chaîne fonctionnelle de levage. On va s'intéresser essentiellement à la chaîne fonctionnelle de levage. Alors, la chaîne d'énergie, elle est composée de 4 fonctions génériques, alimenter, distribuer, convertir, puis transmettre. Vous pouvez remarquer ici le flux d'énergie hydraulique entre la fonction alimenter et distribuer, puis entre distribuer et convertir. Une fois on passe la fonction convertir, c'est un flux mécanique entre la fonction convertir et transmettre. Alors, pour la fonction alimenter, nous avons un groupe hydraulique. C'est lui qui est responsable d'alimenter le système en énergie hydraulique. Là, la distribution est réalisée par un distributeur hydraulique, comme vous voyez sur l'image. La conversion de l'énergie est assurée par un vérin hydraulique central. Voilà. C'est là que la charge est posée pour permettre au conducteur de lever la charge. On va zoomer un petit peu sur l'installation. Donc, vous voyez ici, c'est le schéma d'installation hydraulique. Là, c'est le moteur. Alors, le moteur de levée, il va actionner une pompe hydraulique qui alimente à son tour le circuit. Tout ça, c'est le circuit hydraulique en pression suffisante. Bien sûr, à la fin,
l'énergie va être convertie ici par un vérin hydraulique central qui va enlever la charge, comme vous le voyez, une charge F avec une vitesse F. Bon, bien sûr, il y a des rails de guidage pour guider la charge. Ça, c'est en gros le schéma partiel de l'installation hydraulique pour soulever ou déposer une charge. L'objectif, c'est le choix de la pompe hydraulique. La pompe hydraulique qui va alimenter le circuit hydraulique en pression suffisante pour soulever et déposer cette charge. Le schéma partiel de l'installation qu'on a vu tout à l'heure montre que c'est la pompe hydraulique qui alimente le vérin hydraulique central pour soulever ou déposer une charge maximale estimée à 30 000 newtons. Bien sûr, le poids de la palette compris, plus les accessoires mobiles. L'objectif, c'est quoi? C'est de choisir le calibre de la pompe hydraulique. Donc, toute cette étude, c'est pour choisir le calibre de la pompe hydraulique convenable, assurant l'alimentation de ce vérin. Pour cela, nous exploitons les hypothèses et les données suivantes. Alors, les hypothèses et les données que nous avons, le fluide qu'on va utiliser, il est supposé incompressible, avec une masse volumique de 900 kg par mètre cube, avec une viscosité cinématique de 0,5 10 à puissance moins 4 mètres carrés par seconde. Le fluide se déplace à la même vitesse dans la conduite d'aspiration du point 0 vers le point 1 et dans la conduite de refoulement 2 à 3. Les pertes de charge dans la conduite de refoulement entre les points 2 et 3 sont estimées à moins 50 joules par kilogramme. Le travail fourni par la pompe hydraulique est estimé à 15,24 10 à puissance 3 joules par kilogramme. Et la différence des niveaux entre les deux points est négligée. Donc, on va voir Z2 est égal à Z3. Bon, avant de continuer cette étude, des notions de la mécanique des fluides sont nécessaires pour bien démarrer. Je vais commencer par des généralités sur la mécanique des fluides. La mécanique des fluides, c'est la science des lois de l'écoulement des fluides. Elle est la base du dimensionnement des conduites de fluides et des mécanismes de transfert des fluides. C'est une branche de la physique qui étudie les écoulements de fluides, c'est-à-dire les liquides et les gaz, lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle comprend deux grandes sous-branches, la statique des fluides, ou bien l'hydrostatique, qui étudie les fluides au repos et l'étude de la pression. Nous avons aussi la dynamique des fluides, qui étudie des fluides en mouvement. Donc, nous avons la statique des fluides et la dynamique des fluides. Pour les caractéristiques des fluides, les fluides peuvent être classés en des fluides parfaits, sans frottement, des fluides réels avec frottement, des fluides incompressibles, surtout les liquides, et des fluides compressibles. Bien sûr, c'est les gaz qui sont compressibles. Les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes: la masse volumique, le poids volumique, la densité et la viscosité. Ces propriétés seront utilisées ultérieurement. Un petit rappel sur la notion de pression. Donc, vous avez déjà vu les notions de la pression, mais quand même, on va quand même rappeler un petit peu pour les gens qui n'ont pas cette notion. Donc, la pression exercée par une force F agissant perpendiculairement sur une surface S est donnée par la formule suivante. P est égal à F sur S, avec F, c'est la force exercée par le corps. S, c'est la surface. Et la pression, donc, c'est le rapport entre la force et la surface. La force, c'est en newton. La surface, c'est en mètre carré. Comme ça, donc, la pression va donner, c'est en newton par mètre carré. Il y a plusieurs unités de la pression, mais l'unité légale du système international de pression, c'est le pascal. 1 pascal égale 1 newton par mètre carré. Ou bien le bar aussi, très utilisé le bar. Le bar, 10 à la puissance 5 pascal. Une unité un petit peu ancienne, c'est l'atmosphère, mais ça existe aussi. L'atmosphère, c'est 101 325 pascal, appelée la pression atmosphérique normale. Maintenant, on passe au principe fondamental de l'hydrostatique. C'est très essentiel, ce principe. Dans un fluide, comme vous voyez sur l'image ici, sur le schéma, la pression
est la même en tout point situé sur un plan horizontal ici. Donc, vous avez les points A, A'. On parle du plan isobare. Ça veut dire que la pression OA, c'est la même en A', c'est la même en tout point sur ce plan-là. De même, la pression est identique dans toutes les directions. Hein, toutes les directions de son plan-là, dans ce plan. La pression absolue en A est égale à la somme de la pression effective et de la pression subie par le point B. Donc, vous avez la pression au point B. Cette pression, elle est exercée par l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc, pour avoir la pression en A, on doit ajouter à la pression au point B, on doit ajouter ce terme-là, ρ G fois H. Ρ, c'est la masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube. H, c'est la différence de niveau entre le point B et le point A. Et ce qu'on appelait aussi la dénivellation entre les points A et B, c'est en mètres. Donc, voilà le principe. Le principe, c'est que la différence de pression entre deux points A et B d'un fluide est donnée par la relation suivante. PA moins PB, donc la pression PA ici, et la pression PB là, est égale ρ fois G fois H. C'est le principe fondamental de l'hydrostatique. Maintenant, une application très classique du principe fondamental de la statique, c'est la presse hydraulique. Comme vous voyez sur le schéma ici, alors nous avons ici un petit piston avec une surface petitesse, et là, de l'autre côté, un grand piston avec une grande surface R. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire là? Alors là, quand j'exerce une petite force F, normalement, je dois soulever une force très importante là. C'est le théorème de Pascal qui le dit. Alors, comment? On exerce une force petite F sur le piston. En A, l'augmentation de pression, ça va donner PA est égal à F sur S. Là, c'est une démonstration. D'où une surpression en B. Donc, ça va donner une surpression en point B. La pression en B, c'est la F sur grand S. Donc, d'après le théorème de Pascal, on a dit tout à l'heure que la pression sur le même niveau est la même. Donc, on va voir que PA, la pression OA, c'est la même en B, d'où l'égalité F sur petit s est égal à grand F sur petit s. Et ça va donner ça en remplaçant la surface par sa valeur. La surface parce que c'est cylindrique, donc pi d carré sur 4. Et la même pour le petit piston. Pi d carré sur 4, on obtient enfin la force F. Si on veut calculer la force F, c'est quoi? C'est petit f multiplié par d sur grand D sur petit d, le tout au carré. Là, c'est une application très importante du principe fondamental de la statique. Et c'est très utilisé pour l'élevage des voitures, etc. Donc, c'est très, très important. Des caractéristiques physiques aussi. C'est quoi la compressibilité? Alors, je rappelle, les liquides sont incompressibles. Cette propriété est utilisée dans les systèmes hydrauliques. Vous voyez ici, nous avons dans ce piston-là, dans ce vérin-là, de l'air. C'est un fluide compressible. En général, les gaz sont compressibles. Par contre, les huiles, les liquides, et particulièrement ici parce qu'on travaille en industrie, de l'huile, c'est un fluide incompressible. C'est très important. Donc, les liquides sont incompressibles. Cette propriété est utilisée dans les systèmes hydrauliques. Donc, on va exploiter cette propriété d'incompressibilité des huiles pour les utiliser dans le levage des chariots, etc., qu'on a vu tout à l'heure sur le support. Une notion aussi, le coefficient de compressibilité, V1 moins V2 sur V1. Vous voyez ici V1, le volume, un volume plus grand. Là, V2, c'est l'étape finale, V2. Donc, V1 moins V2 sur V1, ça donne ce qu'on appelle le coefficient de compressibilité. D'autres notions, comme la masse volumique, vous l'avez déjà connu. Donc, les fluides sont caractérisés par leur masse volumique, ρ est égal à m sur V, qui est exprimée, là, la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Sur le tableau, vous voyez des exemples, des exemples de fluides avec leur masse volumique.
L'eau pure, par exemple, 6000. L'eau de mer, c'est un peu différent, 1030. L'essence, 700. L'huile, 900, etc., comme vous voyez sur le tableau. Et notre notion, la densité, c'est plus proche de la masse volumique, sauf que la densité, il n'a pas d'unité. La densité d'un liquide ou d'un solide est le rapport de la masse volumique d'un corps à la masse volumique de l'eau. Donc, la référence ici, c'est la masse volumique de l'eau. Donc, pour l'eau, une densité de 1. Pour l'essence, c'est 0,7. Maintenant, on passe à une autre partie, c'est la cinématique des fluides. Tout à l'heure, on a vu la statique des fluides. Maintenant, c'est la cinématique des fluides. Ça veut dire, quand on parle de la cinématique, ça veut dire que c'est un fluide en mouvement. Il n'est plus au repos comme tout à l'heure, mais maintenant, c'est en mouvement. On peut pas, lorsqu'on parle de la cinématique, on parle de Reynolds. Reynolds est un savant anglais qui a fait des expériences, qui a réalisé des expériences sur le mouvement des fluides dans des tubes. Et ces expériences ont montré qu'il y avait deux régimes distincts d'écoulement. Nous avons un régime laminaire, hein, comme vous voyez ici sur l'image, un régime laminaire, voilà. Le régime laminaire d'un fluide correspond à un écoulement très régulier du fluide qui se produit à basse vitesse et autour d'un obstacle lisse. Voilà, il n'y a pas de turbulence. Par contre, un écoulement turbulent correspond à un mouvement irrégulier. Regardez ici l'obstacle. Regardez aussi l'écoulement ici, il est doux, mais là, où il y a un obstacle, nous avons un mouvement irrégulier, chaotique, et aussi il est variable, ce qu'on appelle un écoulement turbulent. Maintenant, comment définir, comment savoir si un écoulement est laminaire ou bien turbulent? C'est grâce au nombre de Reynolds. C'est un nombre sans unité. Ce qui a fait Reynolds, c'est qu'il a montré en utilisant des fluides divers et en faisant varier le débit et le diamètre de la canalisation, Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent est un nombre sans dimension appelé nombre de Reynolds, qui a pris son nom. Reynolds est donné par l'équation, la relation suivante. R est égal à V. V, c'est la vitesse du fluide dans la conduite. D, c'est le diamètre de la conduite en mètres. Et nu, c'est la viscosité cinématique du fluide en mètres carrés par seconde. Alors maintenant, après avoir calculé le nombre de Reynolds, on va le comparer à ces valeurs-là. Si RE est inférieur à 2300, on parle de régime laminaire. Si cette valeur est comprise entre 2300 et 3000, on parle aussi de régime intermédiaire. Sinon, si RE est supérieur à 3000, le régime, cette fois-ci, il est turbulent. Une autre notion, la viscosité, c'est la propriété d'un fluide qui tend à empêcher son écoulement. Les fluides de grande viscosité résistent à l'écoulement. Par exemple, le miel est très visqueux. Et les fluides de faible viscosité, comme l'eau, s'écoulent facilement. Il existe deux types de viscosité. On a la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Dans un fluide réel, la viscosité est due au frottement qui s'oppose au glissement des couches fluides les unes sur les autres. Alors maintenant, comment calculer la viscosité cinématique? C'est grâce à la formule suivante. V est égal à nu sur ρ. V, c'est la viscosité cinématique qu'on a vu tout à l'heure. Nu sur la viscosité dynamique. Et ρ, c'est la masse volumique du fluide. Sur le tableau suivant, vous pouvez voir que la viscosité des liquides, là, elle diminue beaucoup lorsque la température augmente. En augmentant la température de 0 degré, 20, 100, etc., vous remarquez que la viscosité, elle, diminue. C'est normal. Maintenant, on passe à la notion de débit. C'est quoi le débit? C'est le quotient de la quantité de fluide qui traverse une section droite de la conduite par la durée de cet écoulement. Nous avons le débit volumique, bien le débit volume, QV, c'est le volume du liquide traverse une section droite de la conduite pendant le temps T. Donc, sa définition, par définition, le débit volume est QV est égal à la section multiplié par la vitesse. C'est très facile. Donc, la section, c'est en mètres carrés.
Et la vitesse de passage, c'est en mètres par seconde. Deuxième débit, bon, deuxième façon de décrire un débit, c'est le débit massique. C'est la masse de liquide qui traverse une section droite de la conduite pendant le temps T. Par définition, donc là, vous remarquez que le débit massique, ce n'est que le débit volumique multiplié, on les multiplie par la masse volumique du fluide. Mais cette fois-ci, l'unité différente, c'est en kilogrammes par seconde, alors que le débit volumique, c'est en mètres cubes par seconde. Une équation très importante dans la mécanique des fluides, dans la cinématique des fluides, c'est l'équation de conservation de masse, appelée aussi équation de continuité. Ici, vous pouvez voir une ligne du courant, elle est là, ligne du courant. En régime stationnaire, on appelle ligne du courant, c'est juste des définitions. La courbe suivant laquelle se déplace un élément de fluide. Là, c'est un élément de fluide. Une ligne de courant, là, la ligne, elle est là, elle est tangente en chacun de ces points au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est là aussi. Le tube de courant, c'est le tube qui englobe tout ça. Ensemble de lignes de courant s'appuyant sur un corps fermé. Et enfin, le filet de courant qui est à l'intérieur. Le filet de courant, c'est ça, elle est là. Tube de courant s'appuyant sur un petit élément de surface delta S, ce sont des notions qu'il faut savoir pour la suite du cours. La conservation de débit. Alors, quand vous voyez sur ce schéma-là, sur cette canalisation, l'entrée, nous avons une section S1 et la sortie, nous avons une section S2. Là, au début, nous avons une vitesse V1 du fluide et à la sortie, nous avons une autre vitesse V2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est quoi la conservation? La conservation, c'est que le débit de masse est le même à travers toutes les sections droites d'un même tube de courant. Ça veut dire que le débit ici, il est le même là, le débit massique. Donc, on va noter ici QM1 est égal QM2. Dans les exercices, c'est très important cette notion pour résoudre pour calculer par exemple la vitesse en fonction de la section ou bien le contraire, les sections en fonction des vitesses. Et voilà l'expression de débit en fonction de la vitesse. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, le débit, c'est S1 fois V1, ici, est égal S2 fois V2 de l'autre côté. Et ça, le débit reste constant. Donc, le même débit qui passe, il n'y a rien, il n'y a pas de perte ici. Donc, c'est le même débit. Sauf que la vitesse est d'autant plus grande que la section est faible ici. Donc, nous avons une vitesse V2 est plus grande que V1. Pourquoi? Parce que la section, elle est faible. Là, la section elle est plus grande, la vitesse, elle est plus petite que la vitesse de sortie. Vous pouvez voir ici, ça c'est tout à fait logique. Lorsqu'on diminue la section, la vitesse va diminuer automatiquement. Et nous avons la relation devant vous pour les calculs. Voilà, donc, la première application, donc, je vous laisse avec ces deux exercices que vous allez essayer de faire. Et après, bon, la vidéo suivante, on va essayer de corriger. Donc, je vous laisse faire une petite pause sur ces applications-là pour les faire et on va les corriger. On va terminer par le théorème de Bernoulli. Normalement, c'est la deuxième phase de ce cours-là. Normalement, on doit s'arrêter là pour donc la deuxième phase, ce serait le théorème de Bernoulli, donc pour ne pas surcharger la vidéo. Donc, merci pour votre attention et on se verra à la prochaine séance. Au revoir.